Bonjour, merci d'être venus nombreux aujourd'hui en cette veille de vacances pour notre 4e conférence consacrée à Paris, ville touristique. Je le répète à chaque fois pour ceux qui sont là tous les vendredis, mais pour les nouveaux, donc le cycle de conférences est associé à une exposition à la Galerie des Bibliothèques rue Malher, qui est en place jusqu'au 31 mars et qui s'appelle donc Bon baiser de Paris. Avec cette exposition a été publiée par le comité d'histoire également et sous la direction de Sylvain Pathieu un ouvrage illustré Bon baiser de Paris. Et donc ce cycle de conférences qui se poursuit encore au mois de janvier, février et donc jusqu'au 4 mars. Donc pour cette 3e conférence, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Sauger, maître de conférence à l'université de Tours, qui est une spécialiste à la fois des gares et des maisons hantées, mais plus généralement de l'histoire culturelle du XIXe siècle, et qui a publié donc 2 ouvrages chez Taillandier, donc l'un consacré aux gares, à la recherche des pas perdus, en 2009, l'autre, donc une histoire des maisons hantées en 2013, et qui a aussi dirigé un ouvrage consacré aux fantômes et revenants au XIXe siècle chez Créafis, dont le titre est Les âmes errantes. Bon, pas de maisons hantées aujourd'hui, mais sauf à considérer que les touristes hantent la ville, mais aujourd'hui, on s'intéresse aux gares parisiennes comme porte d'entrée de la ville touristique qu'est Paris. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Je rappelle juste que les conférences sont enregistrées, puisqu'on me l'a redemandé. Les conférences sont enregistrées et vous pouvez les écouter. C'est un peu difficile de les retrouver dans l'arborescence du site de la mairie de Paris, mais il faut aller sur le site, puis aller sur Culture, Histoire et Mémoire, et puis vous arrivez sur le site du comité d'histoire. Si vous vous égarez, vous pouvez passer par YouTube et vous tapez en haut Comité d'histoire de la ville de Paris et vous trouvez les conférences classées par ordre chronologique, celles que nous faisons ici au Petit Palais consacrées donc au tourisme et celles que nous avons faites aussi en ce premier semestre aux archives de Paris et consacrées au lendemain de guerre. Tout ça est sur le site. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi de l'invitation. J'en suis vraiment très honorée. Et puis, merci à vous de votre venue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence sur ce que je connais bien, puisque c'était mon objet de thèse, les gares parisiennes au XIXe siècle, entre 1837 et 1914. Et pour débuter, je vous propose une citation extraite d'un très célèbre ouvrage de 1867 qui s'appelle Paris Guide, écrit par Léon Say. Donc, on entre dans Paris par 51 portes et 4 poternes quand on vient des quelques villages qui font ceinture à la grande ville et par 12 gares de chemin de fer quand on vient du reste du monde. Ainsi peut-on dire que les gares sont les vraies portes de Paris. Les autres ne sont que des entrées de service pour les maraîchers, les carriers, pour quelques messagers arriérés, pour tous ceux enfin qu'un cheval de charrette peut amener dans une matinée et ramener dans la soirée du même jour. Alors ainsi s'en trouve justifié le choix du titre pour la conférence que je vous propose aussi. Et puis cette citation me paraissait intéressante parce qu'elle permet de poser un certain nombre de paradoxes intéressants qui caractérisent bien ce siècle de mutation qu'est le XIXe siècle. Alors parmi les séries d'observations que je voudrais faire sur cette petite citation. D'abord, retenir la définition de la ville dans ses 51 portes et 4 poternes. C'est étonnant de présenter Paris comme ça au XIXe siècle, en 1867, quand on sait en plus que les chemins de fer viennent rompre vraiment cette conception ancienne et traditionnelle de la ville. Autre élément qui m'intéresse, c'est l'opposition et en même temps, dans le même temps, la mise en relation entre le proche, les quelques villages voisins, et le reste du monde, le voisinage et l'étranger. Donc une conception de l'espace qui devient beaucoup plus élastique. Et puis, une dernière dimension qui me paraît intéressante, c'est les logiques de distinction sociale, adossées à des usages sociaux différenciés du temps, de l'espace
et des activités. Alors, je vais maintenant en venir au cœur de mon sujet, la période 1837, apparition de la première gare à Paris, et 1914, évidemment le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette période se caractérise par un développement extrêmement rapide du réseau de chemin de fer en France au départ et à l'arrivée de Paris. Et ce développement s'opère en même temps que d'importantes transformations, là aussi extrêmement rapides, de la ville de Paris. L'avènement aussi de ce que certains historiens comme Alain Corbin ont appelé le temps des loisirs, et puis l'essor d'une culture, voire d'un culte du voyage, pensé entre autres sur le modèle de l'aventure. Une aventure parfois un peu limitée dans le cas des voyages de chemin de fer. Donc je vous propose de réfléchir au lien apparemment évident entre tourisme et chemin de fer, en suivant 3 grandes questions qui serviront de fil directeur pour cette conférence, et en partant du principe que le tourisme et l'extension, plus que la démocratisation peut-être, l'extension de la pratique aristocratique du grand tour, né en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, rendu possible cette extension touristique par la naissance du temps libre, nettement différencié par l'apparition d'un temps de travail strictement délimité, et puis également par le développement de conditions politiques, économiques, sociales, techniques évidemment, qui favorisent une plus large circulation. Libre circulation, c'est peut-être un peu trop dire. Et puis aussi, autre élément intéressant et important, c'est l'émergence de nouveaux modèles de désir et de peur. On peut en citer quelques-uns. Des désirs d'ailleurs, qui sont très fortement exprimés au XIXe siècle. Des désirs d'aventure aussi, de collectionner des expériences nouvelles, si possible, qui donnent un petit peu le frisson aussi. Et puis des peurs, peur de l'ennui, peur de l'immobilisme, peur aussi d'être considéré pour les bourgeois, qui sont majoritairement ceux qui prennent le train pour les voyages de grande distance au XIXe siècle, peur d'être considéré comme quelqu'un de borné, c'est-à-dire que désormais le fait de ne pas voyager est ressenti comme d'une certaine manière un signe de pauvreté, de mentalité méprisable et avaricieuse. Donc les 3 questions que je vous propose d'aborder ensemble, ce sont celles-ci. D'abord, quand les chemins de fer ont-ils véritablement contribué au tourisme de Paris, sachant que la technique ne suffit pas, même si elle est importante, et qu'il faut aussi créer le désir de Paris. Ensuite, deuxième grande question, que découvre-t-on de Paris quand on arrive en train au XIXe siècle? Que voit-on de la ville lorsqu'on arrive par le train? Et ici, je me limiterai à l'arrivée sur Paris, et non pas, pourtant c'est ce qu'on a le plus dans les sources, tous les désirs d'ailleurs à partir de Paris, au départ de Paris. Et puis, troisième question qu'on abordera, quand les gares parisiennes deviennent-elles, si elles le deviennent, des monuments à admirer, éventuellement des patrimoines à conserver. Alors, un rappel important avant de commencer, me semble-t-il, c'est de dire que les chemins de fer, à l'origine, n'ont pas du tout été pensés pour favoriser le tourisme, n'ont pas du tout été pensés pour les déplacements de population. Ils ont été pensés d'abord, prioritairement, pour le transport des marchandises et notamment pour le transport des pondéreux. Cependant, à Paris, et le besoin de développer une nouvelle industrie de transport à destination des voyageurs prend son envol lorsque les frères Pereire et les ingénieurs d'inspiration saint-simonienne se rendent compte du potentiel économique que peut représenter le tourisme.
Encore fallait-il convaincre des Français de monter dans le train et vaincre des siècles de déplacement par d'autres moyens. Je vous propose ici une caricature de 1836, avant la mise en place du premier train. Et là, on voit donc un couple de bourgeois, vraiment tout à fait stéréotypé, qui n'a pas compris que prendre le train, c'était pas simplement suivre les voies de chemin de fer à pied. C'était monter évidemment dans la voiture. Alors, première question. Donc, quand les chemins de fer ont-ils véritablement contribué au tourisme parisien ? Il y a un certain nombre de leviers qui doivent être levés pour permettre véritablement aux chemins de fer de jouer ce rôle. Le premier levier, évidemment, c'est le développement des infrastructures de chemin de fer. Alors, ces infrastructures connaissent un développement extrêmement rapide. À partir de 1832-1833, un concours est ouvert par l'État et le Conseil général des ponts et chaussées est chargé d'examiner des avant-projets de chemin de fer au départ de Paris. Un certain nombre de projets sont déposés finalement. Quelques projets, donc tous d'initiative privée, les compagnies de chemin de fer sont à ce moment-là toutes privées. Ces compagnies donc obtiennent des terminus dans Paris. Et la première gare à être inaugurée en 1837, c'est la gare de la rue Saint-Lazare, qu'on va donc appeler la gare Saint-Lazare. Alors, jusqu'au début des années 1850, plusieurs grandes gares de voyageurs sont inaugurées, après qu'il y a eu des débats assez longs pour savoir s'il fallait une gare unique ou plusieurs gares. Finalement, c'est l'hypothèse de plusieurs gares qui l'a emporté. Et ces embarcadères viennent s'installer dans les marges, si on peut parler de marge quand on parle de Paris, qui est quand même un hypercentre, mais dans les marges de Paris, avec entre donc plusieurs phases, 3 grandes étapes. Une première grande étape entre 1837 et 1843, ce sont les 3 premiers embarcadères provisoires qui sont ouverts. Le tout premier, vous aurez bien du mal à la reconnaître, c'est le tout premier embarcadère provisoire en bois et en carton-pierre construit dans le quartier neuf de l'Europe pour la gare Saint-Lazare, 1837. Autre gare rapidement construite dans le quartier pauvre d'Austerlitz, la gare d'Orléans. Et puis, dernière gare à être inaugurée, celle qu'on appelle la gare du Maine, puisqu'elle est construite à côté de la barrière du Maine. Elle deviendra plus tard la gare Montparnasse. Et vous le voyez, donc, ce sont des gares qui ne ressemblent pas du tout à celles que vous connaissez encore aujourd'hui. Ces gares entraînent la construction d'infrastructures, des tunnels, des viaducs, et pratiquement toutes sont reconstruites très rapidement en dur et terminées en 1843 pour accueillir des terminus de lignes desservant non seulement la banlieue mais aussi la province proche, Orléans et Rouen étant les 2 premières villes de province à être desservies. Ensuite, entre la deuxième grande phase, entre 1843 et 1852, sont inaugurées d'abord la gare de Sceaux, qu'on aperçoit ici tout à fait en bas de l'image. On aperçoit les volutes de fumée. Il y a une espèce de configuration en raquette de tennis. C'est la gare de Sceaux, la barrière d'Enfer, l'emplacement d'Enfer Rochereau, sur un système qui s'appelle le système Arnoux. Et qui permettait au train de faire un demi-tour plus facilement. Et puis la gare du Nord, qui donc ce sont 2 gares d'ingénieurs de conception plus audacieuse. Et puis dans cette dernière période, dans cette période aussi, vont être construites et inaugurées les 2 dernières grandes gares de voyageurs parisiennes, celle de Lyon, la gare de Lyon, et celle de Strasbourg, future gare de l'Est.
La troisième phase, c'est les années du Second Empire, qui voient principalement la construction des gares de la Petite Ceinture sur 37,5 km, qui sont ouvertes intégralement au public en 1869. Et puis, c'est une période qui voit l'inauguration d'une gare aujourd'hui disparue, celle de la ligne de Vincennes à la place de la Bastille. Cette gare a aujourd'hui laissé la place à l'Opéra Bastille. Donc, pour résumer à grands traits, sous la Troisième République, les compagnies de chemin de fer sont à la tête d'un réseau d'une cinquantaine de gares et stations. Ces compagnies de chemin de fer vont tout faire pour agrandir, reconstruire, embellir les premiers embarcadères pour en faire des palais dignes de recevoir des millions de voyageurs, amenés de plus en plus régulièrement par les expositions universelles que Paris accueille à partir de 1855. Alors, si les premiers embarcadeurs ne desservent que l'Île-de-France, à partir de 1850, les gares desservent désormais de nouveaux territoires. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut parler de la naissance d'un tourisme, probablement. Depuis la fin de la monarchie de Juillet, Paris dessert désormais régulièrement la Normandie, Rouen à partir de 1843, Le Havre à partir de 1847, le centre-ouest de la France, Orléans, Tours à partir de 1846, Châteauroux à partir de 1847 et le nord très rapidement aussi. Il va falloir attendre un petit peu plus sous le Second Empire pour se déplacer vers le sud-ouest, avec Poitiers dès 1851, Bordeaux via Angoulême atteinte à partir de 1853. Un autre front pionnier s'ouvre aussi sous le Second Empire, c'est l'Est de la France. Nancy est accessible à partir de 1850, Strasbourg en 1851, et on va jusqu'à la frontière, jusqu'à Sarrebruck en 1852. Le chemin de fer de Lyon et puis vers le sud est mis en chantier principalement et progresse très rapidement sous le Second Empire aussi. Lyon est accessible à partir de 1854, Avignon 1855, Genève 1858 et la Méditerranée grâce à un raccordement de voies en 1859. Alors la partie la plus enclavée jusqu'à assez tardivement, en fait, c'est l'ouest de la France. À cause de difficultés financières principalement, l'ouest ne va être desservi qu'à partir du début des années 1860, avec donc des dessertes vers Rennes et Brest assez tardives. En 1861, 15 000 km de lignes avaient été concédés et près de 9 500 sont déjà mis en exploitation. J'insiste, ça veut dire que dès 1860-61, près du 2/3 du programme des chemins de fer envisagés est réalisé. C'est extrêmement rapide. Ce réseau va également considérablement gagner en capillarité pour atteindre une couverture que nous avons perdu. C'est-à-dire que le réseau de chemin de fer tel qu'il existait en 1914 était beaucoup plus important que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est donc grâce au plan Freycinet qui permet donc une extension maximale du réseau ferroviaire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. De cette meilleure accessibilité découle un nouveau rapport à l'espace et au temps pour desservir la province. Ce qui fait que, en même temps, je reviens en particulier à celle de 1850, certaines campagnes, qu'on va appeler campagnes, pour le coup c'est une manière aussi de les marginaliser davantage, se retrouvent désavantagées à cause du train. Je vous donne quelques exemples. Chalon-sur-Marne est à 4h15 de Paris grâce au chemin de fer, alors que Strasbourg, qui n'est pas encore relié en 1850, est à 30 heures de poste.
Donc c'est considérable. On a à peu près la même chose. La ville de Tonnerre se trouve à 5 heures de chemin de fer très rapidement, alors que Dijon, qui est pourtant toute proche, est à 20h15 en diligence. Donc ça crée des distorsions dans le territoire qui sont considérables. Alors, évidemment, on imagine que dans les provinces, les gens ont cherché à intervenir dans le débat sur les localisations des gares de chemin de fer. Elles ont exprimé très tôt leur désir d'un site plutôt qu'un autre, et ça a joué aussi sur la représentation de Paris, puisque ces provinces ont un imaginaire de Paris et elles pèsent sur cet imaginaire pour obtenir le débouché qui leur convient. Par exemple, on a un projet de chemin de fer de Paris à Strasbourg qui va entraîner des pétitions de la part des habitants des départements de l'Est qui vont soutenir une localisation sur la rive droite de Paris dans les rues les plus commerçantes et les plus industrieuses pour être le plus bénéfique possible. Alors, donc, premier levier, c'est évidemment ces infrastructures, mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir bénéficier de Paris et pour que le tourisme se développe, il faut aussi qu'il y ait le développement d'une desserte des gares de chemin de fer. Donc ici, je vais envisager rapidement la question de l'accessibilité de Paris à partir des gares. Dans un premier temps, lors des inaugurations de gares, les embarcadères sont relativement éloignés du centre et il est assez long de venir au cœur de Paris à partir de ces premiers embarcadères. Alors il existait évidemment un premier réseau de transport public, d'omnibus, mis en place à partir de 1828 et qui comptait à peu près 29 lignes en 1837. J'ai essayé de reconstituer les itinéraires de certaines de ces lignes pour comprendre où étaient les gares parisiennes dans ce réseau. On voit qu'elles sont assez marginalement desservies. Alors pour résoudre ce problème, les compagnies de chemin de fer vont prendre une initiative assez controversée, celle d'ouvrir un service d'omnibus des chemins de fer à partir de 1840, service qui va d'abord être proposé par la gare Saint-Lazare et qui sera service qui sera repris par toutes les compagnies sans exception à partir de 1866. Alors ces omnibus vont permettre de mieux prendre en considération les gares parisiennes et de mieux assurer la connexion entre ces gares et le centre de Paris. Alors évidemment, plus le siècle avance, plus avec les tramways et à la fin du siècle, les lignes de métro et puis aussi le vélo qui connaît un développement formidable, plus tout cela va permettre de relier mieux les gares à Paris. Alors, l'autre point important, c'est pas seulement la desserte, c'est aussi la question des horaires. Les horaires des trains ont évidemment beaucoup évolué et il va falloir populariser ces horaires. À partir de 1840, vont apparaître des guides et des indicateurs spécialisés, des indicateurs de chemin de fer, qui vont rendre public et diffuser très largement les horaires. Alors, ça nous amène à la question de la fréquence des trains. Là aussi, ce sera simplement un aperçu, mais en 1837-1838, à la gare Saint-Lazare, il n'y avait de trains à quai prêts à partir pour Le Pec, même pas jusqu'à Saint-Germain, puisqu'il y a une côte, pour Le Pec simplement, un train toutes les 2 heures. Et Le Pec est la seule destination proposée avec 2 arrêts à Nanterre et Chatou. Donc ça vous permet déjà d'avoir une petite idée de ce que ça donne. On ne peut pas vraiment parler de tourisme à ce moment-là. 70 ans plus tard, 70 ans c'est peu finalement. En 1908,
l'année que François Caron considère comme l'apogée de la fréquentation des gares parisiennes, la gare expédie 1173 trains par jour. La gare Saint-Lazare, je prends exactement la même. Et aux heures de pointe, entre 6h et 9h du matin, il y a il y a 20 trains par heure, c'est-à-dire un train à peu près toutes les 3 minutes et demie. Donc, évidemment, ça n'a strictement plus rien à voir. Alors, autre point évidemment très important, la question des tarifs. Les tarifs sont extrêmement complexes à comprendre, comme vous le voyez. Il y a une politique très complexe avec des paramètres de différentes natures. Il y a d'abord le coût du transport traduit en termes de distance en kilomètres à parcourir. Ensuite, il y a la prise en compte des taxes, notamment des taxes de bagages, qui jouent un rôle très important quand on vient évidemment de province. Et puis le confort de la classe choisie. Il y avait 3 classes de voyageurs avec des variations de prix variant du simple au double au début de l'exploitation et les écarts pouvant être encore plus importants un peu plus tard dans le siècle. Enfin, il y avait aussi une autre variable, c'est le jour de la semaine. Il y avait une politique de prix agressive proposant des réductions le dimanche, c'est-à-dire le jour où partaient les trains de plaisir pour les Parisiens. En revanche, ceux qui viennent de province bénéficient assez peu de ce type de tarifs. Alors, ensuite, il y a d'autres tarifications spéciales, parce qu'on est dans le règne du spécial et du spécifique. Donc, il y a le tarif pour les militaires, le tarif pour les commissaires de police des chemins de fer, le tarif pour les congrégations religieuses, qui obtiennent un demi-tarif à partir de 1863, le tarif pour les colonies de vacances, tarif pour les ouvriers à partir de 1883, tarif également pour les abonnés des lignes, mais évidemment pour le voyageur provincial, aucun tarif particulier. Donc, il y a une multiplication des tarifs à ce point que le 14 décembre 1871, le député Leroyer se plaint de l'existence de 1200 tarifs différents dans le livre Chay. À cela, vous voyez un déluge de couleurs et d'inventivité pour imaginer les billets. Toutes les compagnies proposent des billets avec des couleurs différentes pour se distinguer, qui correspondent en plus à chacune des situations, ce qui rend le métier de guichetier particulièrement difficile à cette époque. Oui, beaucoup plus sans doute qu'aujourd'hui, encore que. Et ce levier ne sera levé qu'au tout début du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1902 que les 7 réseaux unifient la couleur de leurs billets à l'échelle parisienne, puis à l'échelle nationale. On peut imaginer que ça a pu avoir un rôle dans le développement du tourisme. Tout petit peu de simplification. Mais le vrai levier, c'est quand même le coût. En 1838, à nouveau le tout début des chemins de fer à Paris, le trajet entier d'un aller simple pour aller de Paris au PEC, c'est-à-dire à 20 km simplement, coûte, lorsqu'on est en première classe, c'est-à-dire l'équivalent des diligences, 1,60 franc. 1,60 franc, c'est un peu plus de l'équivalent d'une journée de travail d'un ouvrier. Donc c'est considérable pour faire simplement 20 km. Les grands voyageurs, prenons une appellation qui n'existait pas à l'époque, mais qui permet quand même de se comprendre, les grands voyageurs n'apparaissent que dans les années 1850, avec le développement du réseau. Ils constituent une minorité. C'est à peu près 30% des billets vendus ou achetés pour Paris. Ces premiers provinciaux à pouvoir prendre le train sont bien sûr les habitants des premières régions desservies, le prix étant proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. Ce n'était principalement que des bourgeois. Ça coûtait évidemment très cher.
Donc, jusque à la fin du XIXe siècle, inutile d'imaginer que Bécassine, prenons ce personnage traditionnel, ait pu venir en train. Impossible. Ça coûtait beaucoup trop cher. Aucune des domestiques venues à Paris au XIXe siècle ne sont venus vraisemblablement en train. C'était beaucoup trop onéreux. Les prix restent élevés à la fin du siècle et les groupes vont entreprendre des actions collectives auprès des chemins de fer pour obtenir quelques avantages qui ne seront consentis qu'au début du XXe siècle. En 1913, certains vont bénéficier d'un tarif spécial grande vitesse. Et puis, il va y avoir des variantes en fonction des compagnies de chemin de fer. Certains groupes vont également obtenir des réductions, les sociétés de chorale ou d'instrumentistes, les sociétés de tir, les sociétés de gymnastique, les sociétés d'ambulanciers. Après évidemment la guerre franco-prussienne, et puis les élèves, les patronages, les orphelins. Mais cela dit, la grande ligne va plutôt favoriser un public nanti fortuné, et les compagnies de chemin de fer vont beaucoup faire la publicité de destinations coûteuses, comme la Côte d'Azur, ou bien des destinations qui font davantage rêver encore, avec par exemple l'Orient Express, ce train mythique qui fait beaucoup venir. Alors, que découvre-t-on de Paris quand on arrive par le train? Alors, on a vu les conditions techniques. On va maintenant essayer d'aborder une autre considération, c'est l'idée que pour prendre le train, il faut avoir envie de prendre le train et donc avoir envie de venir à Paris. Tout arrivé donc à Paris au XIXe siècle, comme encore aujourd'hui évidemment, est précédé d'une idée de Paris, d'un rêve de Paris. On monte à la capitale. C'est le fameux « À nous de Paris » de Rastignac au début du XIXe siècle. On a l'impression dans les discours que le désir de Paris augmente au XIXe siècle. Ça peut s'expliquer, la ville devient capitale politique, capitale économique, et puis surtout, elle est le lieu présumé de tous les possibles. Ce que dit Rastignac. Quand il dit « à nous de Paris », ça veut dire « enfin ma carrière débute, enfin je vais pouvoir me faire un nom ». Donc ce tourisme vers Paris s'alimente d'une envie de faire partie de la société qui compte, celle qui mène le jeu, de s'approcher de cercles de pouvoir, de prestige, d'y être, d'en être. Ce désir, en même temps, va inévitablement générer du manque, de la frustration, des ratés. Et de fait, c'est ce qui domine dans la littérature lorsqu'on regarde ce qui est exprimé, je dis bien ce qui est exprimé, sur les arrivées parisiennes. J'insiste parce qu'en fait, ce qui domine, c'est l'ellipse. La plupart du temps, les gens qui parlent de leur voyage ne parlent pas du tout de ce qu'ils voient de Paris avant Paris, parlent très peu des gares, ils disent juste à quelle heure ils arrivent et c'est à peu près tout. Et puis ensuite, ils parlent de Paris, mais leur discours est relativement stéréotypé, c'est-à-dire qu'ils se moulent sur un certain nombre de prescriptions, essentiellement d'ailleurs proposées par la littérature et les guides de voyage. Alors, donc, ce que je vais vous dire ici, vous présenter ici, ça reflète donc surtout ce qui est exprimé dans la littérature. C'est pas gage d'émotions, de sentiments réellement vécus. Ça traduit plutôt un système de représentation qui ordonne ce qui est pensable, ce que l'on pense qu'il peut se produire lorsqu'on voyage à Paris. Alors, d'abord, avant l'arrivée en gare, le thème de l'arrivée à Paris est un
vieux thème littéraire. C'est même un topos, un lieu commun de la littérature, de voyage. Le moyen le plus courant d'arriver à Paris était et reste l'arrivée par la route, en utilisant la malle-poste, la diligence, et les entreprises de messagerie restent nombreuses. Messagerie royale, messagerie générale de Lafitte, etc. On pouvait également venir par la voie fluviale. Je rappelle qu'à Paris, dans les années 1830, il y a à peu près 17 ports fluviaux qui sont ouverts toute l'année à la navigation, mais qui servent surtout pour le transport des marchandises. Dans ces deux cas précédents, les arrivées se faisaient dans le cœur de Paris, en suivant des itinéraires bien balisés, et au terme de voyages longs, fatigants, avec de longues heures présentées comme harassantes. Les nouvelles entrées que propose le chemin de fer sont différentes, et elles paraissent plus stimulantes ou en même temps plus effrayantes. Les arrivées en tunnel, en viaduc, au début du XIXe siècle, effraient. On se pose quand même beaucoup de questions sur ce qui peut se produire dans les tunnels avec la vitesse. Bon. Et puis, il y a ce monde du rail qui, évidemment, change considérablement de la voie fluviale, de la route et de tous les autres modes de déplacement. Et puis, le train propose, pour ceux qui voyagent dans de bonnes conditions, un déplacement plus court, donc moins fatigant, et supposé être plus confortable. Là, je dis bien que ce n'est valable que pour les premières classes, secondes éventuellement, parce que pour la troisième classe, ce n'était pas vraiment un confort assuré. Pour les voyageurs qui ne connaissent pas Paris, la montée à Paris, je reprends les expressions qu'on retrouve souvent, est toujours présentée comme un choc culturel. Alors, je vais en prendre un exemple. C'est peut-être, voilà. C'est l'exemple d'un conte écrit par la comtesse de Ségur, dédié à son petit-fils, un conte qui date de 1862 et qui s'appelle Les Deux Nigauds. Dans ce conte, deux enfants d'une bonne famille bourgeoise bretonne, une fille Simplicie, un garçon innocent, sont envoyés, c'est un conte, donc il faut que ce soit lisible, sont envoyés chez leur tante qui vit à Paris sous bonne escorte de leur gouvernante qui s'appelle Prudence, immanquablement. Bon. Évidemment, le voyage suscite l'excitation des jeunes enfants qui rêvent de voir Paris et en parallèle l'angoisse de leur gouvernante qui craint de se perdre dans la grande ville et qui représente le bon sens de la campagne. L'arrivée en train à Paris est relatée dans le 4e chapitre du roman et c'est très exactement l'histoire d'un ratage. Tout ce qui avait été imaginé échoue ou presque. Je cite, « Simplicie et Innocent achevèrent leur voyage silencieusement comme ils l'avaient commencé. Ils furent enchantés d'arriver enfin à Paris, objet de leurs vœux. Ils s'attendaient à voir leur tante avec ses gens et une voiture, les attendant à la gare. Personne ne vint les réclamer. Les enfants étaient désappointés, Prudence était effrayée. Qu'allait-il devenir au milieu de ce monde agité de tout ce bruit? Bon. Donc ils sont complètement perdus dans un espace mal défini et bruyant, gare de chemin de fer, j'y reviendrai. Et ces nouveaux arrivants on redouble la catastrophe, assaillis par de très aimables Polonais, avec qui ils ont fait le voyage en wagon, mais qui vont profiter de leur argent pour voyager, dîner, dormir, sans débourser un sou. Donc ils vont se faire exploiter. Voilà. Alors, le choc, une fois dans Paris, se fait très vite sentir. Je cite à nouveau. La toilette bizarre de Simplicie, qui avait mis sa robe de velours de coton bleu, l'air nigaud d'Innocent, le bonnet de paysanne de Prudence
et l'habit râpé du Polonais excitait les moqueries et colibets. « Drôle de corps !» disait l'un. « Toilette impayable !» disait l'autre. « Des échappées de Charenton !» s'écriait un troisième. « Combien paye-t-on pour les voir ?»« Ce sont des faiseurs d'ours. Belle famille à montrer à la foire. » Voilà, donc ici, évidemment, c'est une catastrophe, parce que plus tôt dans le roman, on assistait à des séances d'essayage. Et dans les séances d'essayage, il était évident que la petite fille était convaincue de faire une très belle impression. Je cite, « Quand ces demoiselles me verront, elles n'auront rien vu d'aussi beau, bien certainement. Elles vont en crever de jalousie. » Évidemment, c'est un ratage complet. Même chose pour Innocent. Il se déplace avec un uniforme qui faisait l'admiration en Bretagne. Lorsqu'il arrive, évidemment, à Paris, il est complètement à côté. La mode à Paris est à ce moment-là aux vestes étriquées. Lui arrive avec un uniforme taillé large pour pouvoir durer dans le temps. Voilà, donc évidemment, ce sont des valeurs qui n'ont aucun rapport. Et ça va contribuer à mettre en place la réputation à Paris d'arriération de la Bretagne. C'est à ce moment-là qu'on voit surgir dans le vocabulaire l'expression plouc, un plouc. Et donc ce rapport entre la province et Paris va être compliqué. Le choc de la grande ville, perçu dès le train, dès la gare, se retrouve dans toute la tradition littéraire. On la trouve soit traitée de manière ironique et moralisatrice dans, par exemple, ce conte dont je vous ai parlé de Madame de Ségur, mais on a des relations qui sont évidemment beaucoup moins ironiques. Par exemple, dans Le Petit Chose de Daudet en 1867, il raconte son premier voyage à Paris en wagon de 3e classe, un voyage très long qui dure 2 jours, des tortures, de la faim et du froid. Et voici ce qui est écrit de son arrivée à Paris. Dans la nuit du second jour, vers 3 heures du matin, je fus réveillée en sursaut. Le train venait de s'arrêter. Tout le wagon était en émoi. J'entendis l'infirmier dire à sa femme « Nous y sommes ». « Où donc ?» demandai-je en me frottant les yeux. « À Paris, parbleu !» Je me précipitai vers la portière. Pas de maison, rien qu'une campagne pelée, quelques becs de gaz et ça et là de gros tas de charbon de pierre. Puis là-bas, dans le loin, une grande lumière rouge et le roulement confus, pareil au bruit de la mer. De portière en portière, un homme allait avec une petite lanterne en criant « Paris, Paris, vos billets !» Malgré moi, je rentrais la tête par un mouvement de terreur. C'était Paris. Oh, grande ville féroce. Comme le Petit Chose avait raison d'avoir peur de toi. 5 minutes après, nous entrions dans la gare. Jacques était là depuis 1 heure. Je l'avais aperçu de très loin, avec sa longue taille un peu voûtée et ses grands bras de télégraphe qui me faisaient signe derrière le grillage. C'est accueillant, hein. D'un bond, je fus sur lui. Malheureusement, les gares ne sont pas organisées pour ces belles étreintes. Il y a la salle des voyageurs, la salle des bagages, mais il n'y a pas la salle des effusions, il n'y a pas la salle des âmes. On nous bousculait, on nous marchait dessus. Donc évidemment, et on le retrouve encore une fois très fréquemment, on pourrait prendre vraiment beaucoup d'extraits différents, la scène que l'on retrouve la plus souvent, c'est celle de la déception face à la ville lumière, la capitale dont on attend tant. C'est la non-reconnaissance. Paris n'est pas reconnu comme une ville, et encore moins arrive-t-on à retrouver le mythe qu'inspire Paris au XIXe siècle. Alors pour les voyageurs qui connaissaient déjà Paris et qui redécouvrent la ville en arrivant par le train, on a la même chose. C'est ça qui est intéressant aussi. On a ce même topos de la non-reconnaissance de Paris. Un exemple et un seul, un roman de 1863 qui s'appelle Paris en songe, et le narrateur explique très bien qu'il ne sait plus, il ne reconnaît plus Paris. Je cite un extrait de ce roman. À Paris, non, je me trompe. Nous n'étions qu'aux portes de Paris, en vue des remparts, à l'endroit où s'élevait autrefois le château de Bercy. La gare, chaussée du boulevard Mazas, a rétrogradé jusque-là. Et de fait,
On a bien ici le motif du brouillage des repères traditionnels de l'entrée en ville. Ce que la gare accentue, c'est le fait qu'elle n'est pas une entrée progressive, mais elle est pensée comme un sas, où sont littéralement projetés les voyageurs. Ce système a été mis en place par les ingénieurs et les architectes qui ont essayé de distinguer clairement le circuit des arrivées du circuit des départs pour éviter les mélanges, les attroupements, les coagulations. Et l'arrivée, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle, est toujours présentée comme un moment brutal où l'homme est littéralement expédié hors du train comme un paquet. Alors, contrairement aux voyageurs de banlieue, la plupart des voyageurs de grande ligne doivent récupérer leurs bagages, ce qui semble un moment très périlleux au début du siècle, alors que les valises ne sont pas encore standardisées, qu'il n'y a pas eu de standardisation et de normes, et que donc on peut voyager avec des ballots et avec des colis de toute taille et de tout format. Et donc, comme le dit aussi bien le guide de Frédéric Bernard, le petit guide de l'étranger à Paris, en 1855, en arrivant à Paris, vous n'avez pas le temps d'admirer la gare, vous ne pouvez songer ni à Paris ni à vous-même, vous appartenez tout entier à vos bagages. Ce point va rester un goulet d'étranglement. Voilà, jusqu'à la fin du XIXe siècle, goulet en partie résolu avec l'introduction de tapis roulants de transport affectés à la manutention des bagages et à l'automatisation de toute une série de manœuvres. Ensuite, toujours dans l'arrivée à la gare, et en sortant un peu de la gare, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le thème de la désorientation. Désorientation du provincial, fraîchement débarqué, qui croise le Parisien migrateur. Ce sont les deux figures stéréotypées antinomiques. Ces deux figures, le provincial fraîchement débarqué et le Parisien migrateur, deviennent des motifs favoris des pièces de boulevard. Et les gares vont entrer dans les pièces du répertoire de La Biche, d'Offenbach, mais aussi les gares et les scènes de chemin de fer vont entrer dans les caricatures et dans les représentations caricaturales. Si je m'attarde aux touristes qui arrivent à Paris, ce que l'on voit de lui le plus souvent, c'est la proie idéale et moquée dans une ville forcément dangereuse. Et on est en plein évidemment dans le stéréotype. Les gares sont présentées dans la littérature, au théâtre, dans les chansons, dans les caricatures, comme des lieux de perdition où se mêlent mendiants, voleurs, prostituées. Celui qui arrive dans la capitale par la gare se retrouve en situation dangereuse. Et pourtant, ce sont des lieux sous contrôle, des lieux extrêmement surveillés, où les publics considérés comme à risque sont particulièrement protégés, pour employer le vocabulaire de l'époque, disons-le plus clairement, surveillés. C'est le cas en particulier des femmes seules qui voyagent dans des compartiments à part et des provinciales qui sont accueillies par des associations comme l'Œuvre des gares pour leur éviter de faire de mauvaises rencontres. De plus, pour encadrer les déplacements des nouveaux publics, vont être créés toute une série de guides spécialisés qui apparaissent donc au début des années 80, guide Bourdin, guide Richard et Maison, et surtout les guides Chay à partir de 1846, sur le modèle du Bradshaw qui existait en Angleterre, et qui va rejoindre d'autres types de guides Conti, auxquels s'associe Chay à partir de 1850, ou bien des guides tels que le petit guide rouge, le Baedeker, très connu au XIXe siècle, qui vont donc conseiller aux touristes des itinéraires pour se repérer. Donc on a une professionnalisation croissante de l'entrée en ville, de l'arrivée en ville, et le tourisme normatif se met en place, dessinant en creux l'image du touriste idéal.
Alors, une fois qu'il a récupéré ses bagages, qu'il a réussi à trouver sa voie dans un cheminement labyrinthique, le voyageur se retrouve dans Paris, à l'extérieur de Paris, et confronté, principalement pour les provinciaux, puisqu'ils arrivent après 1850, à un Paris en transformation extrêmement rapide. Et sous le Second Empire, c'est un Paris en voie d'osmanisation. Donc évidemment, un Paris profondément différent, progressivement. Alors, voilà, les gares, sous le Second Empire, deviennent des nouvelles portes d'entrée dans la capitale, dessinent des axes qui font des gares des points vraiment nodaux, centraux, créent des axes nouveaux pour fluidifier les circulations, et créer aussi des effets de perspective sur les gares. Donc c'est un nouveau Paris qui apparaît, et ça permet aussi de comprendre pourquoi le Paris où reviennent parfois d'anciens connaisseurs de Paris n'est pas reconnu. Je cite à nouveau le roman Paris en songe. Notre nocturne arrivée dans Paris se fit par un nouveau boulevard de Lyon, large voie ayant grand air et aussi pleine lumière qu'en plein midi, bordé de droite et de gauche, de construction au style uniforme, ce boulevard, je n'en soupçonnais même pas l'existence. Donc, une ville totalement transformée, en particulier aux abords des gares, par le préfet Haussmann, que vous savez peut-être avoir été qualifié au XIXe siècle d'Attila de la ligne droite. Attila de la ligne droite. Et donc, évidemment, un Paris complètement métamorphosé, en partie à cause des gares, mais pas seulement. Du coup, quand on arrive à Paris par les gares, eh bien, on arrive dans une ville en chantier, et en chantier permanent, puisque les gares sont, tout au long du XIXe siècle, plusieurs fois reconstruites. La gare Saint-Lazare va être reconstruite 4 fois et déplacée. Donc, chantier permanent, développement de nouveaux axes, on redessine la ville, on la recompose, on essaye d'attirer le plus de touristes possible avec les expositions universelles, ce qui fait que les Parisiens se plaignent. Ils ne reconnaissent plus, à la fin du siècle, leur Paris. Et les campagnes contre les constructions de nouvelles gares, gare des Invalides, gare du Champ-de-Mars ou la gare d'Orsay, sont particulièrement virulentes. Par exemple, en 1894, un député de Paris, Denis Cochin, dans le journal Le Soleil, disait « Mais si vous gâtez les Invalides, les Champs-Élysées, les quais, vos gares centrales seront édifiées en vain, elles n'auront plus de voyageurs et vous ruinerez Paris en le défigurant. » Alors, ça m'amène très rapidement à évoquer la question de la patrimonialisation des gares, de gares monuments à admirer. Ces gares, elles ne deviennent véritablement familières, et éventuellement les Parisiens ne commencent à avoir une certaine tendresse pour eux qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque les réseaux sont achevés et lorsque chacune commence à avoir une personnalité. Ces personnalités sont évidemment des stéréotypes qui se mettent en place très rapidement, chaque gare se voyant dotée d'une spécialité. La gare Saint-Lazare, c'est la gare chic, celle qui dessert la banlieue ouest, que fréquentent les députés, que fréquentent les impressionnistes à partir de 1870. Toutes les séries de Claude Monet sur la gare Saint-Lazare représentent cette gare des impressionnistes. Montparnasse, c'est la gare des Bretons. La gare de Lyon amène en Bourgogne et dans le Lyonnais, puis jusqu'à la Côte d'Azur. La gare du Nord dessert Lille, Calais et permet, avec les connexions avec les steamers, d'aller en Angleterre et puis aussi de franchir la frontière, pas avec les steamers cette fois-ci, mais en allant vers la Belgique. La gare d'Orléans va attirer les voyageurs à destination des Pays de la Loire et surtout de Lourdes. Les trains de pèlerinage, ils sont très nombreux. Et donc, se mettent en place des clichés à la vie longue,
bien représentatif des liens qui existent entre le tourisme et les stéréotypes. Le tourisme se nourrissant de stéréotypes inventés pour lui et venant au final les conforter. Ces gares vont, à partir du Second Empire, devenir des monuments. Il y a toute une réflexion pour les transformer en monuments. Ces réflexions, elles émanent bien sûr de professionnels et parmi les premiers, alors voici une scène de départ où on voit bien cette représentation tout à fait stéréotypée des caractères, des personnages, des types que l'on peut retrouver dans une gare. Voici ici donc Léonce Renaud, qui est l'architecte de la première gare du Nord, qui invente une nouvelle conception de l'art de bâtir les gares et qui considère que les chemins de fer sont un fait trop capital dans l'histoire de l'humanité, amené à exercer une trop grande influence sur nos mœurs et nos institutions pour que les architectes ne s'en mêlent pas. Donc, les compagnies, les architectes, les ingénieurs vont totalement modifier l'apparence des gares pour en faire des janus, c'est-à-dire une façade extrêmement parée côté rue pour attirer les passants, pour signifier aussi la prestance de la compagnie et pour s'intégrer à Paris, pour s'intégrer à l'urbanité, et puis de l'autre côté, des gares plus techniques ouvrant sur les voies et qui sont très rarement représentées dans les caricatures ou dans les images. Ces gares vont également se doter de toute une série d'aménagements pour attirer et garder dans les gares les voyageurs. Je cite rapidement ces aménagements qui apparaissent. Ce sont les kiosques bibliothèques de gare, ce qu'on appelle les relais Hachette aujourd'hui. C'est Hachette qui construit ce premier partenariat à partir de 1854, où on va pouvoir acheter les fameux romans de gare et la presse à pas cher, avec un système qui concurrence le colportage et qui concurrence aussi le système de la librairie-imprimerie. On a aussi l'ouverture de buvettes, puis de buffets de plus en plus luxueux et la construction de grands hôtels de luxe pour accueillir la clientèle la plus fortunée à la fin du XIXe siècle. Et puis, les guides commencent à les mentionner comme dignes d'intérêt, en gros à partir de 1855-1860, avec un discours extrêmement volontariste, cherchant à faire de l'église, de l'opéra et de la gare les grands monuments de l'architecture contemporaine. Alors, surtout, les gares doivent être une invitation au voyage, et donc les gares sont des livres d'images destinés à donner le goût du voyage. Les compagnies de chemin de fer vont y consacrer des sommes très importantes dès le début des années 1840. Et là, je cite, pour encourager les goûts maritimes, le railway est capable de tout, jusqu'à se faire poète descriptif. Le touriste parisien écoute les soupirs de la vague, le bruit du vent, le cri de l'oiseau de mer, les chants des matelots. Il respire les bonnes senteurs des villes maritimes et s'embarque en rêve pour le rivage de tous les mondes connus. Ça, c'est 1849. Donc très tôt, il s'agit d'inviter au voyage. Philippe Hamon parle de support métaphorique, puisque les gares se couvrent littéralement d'affiches et d'images. Il y en a partout, strictement partout. Donc les décors peints font également leur apparition sur les murs, mais aussi dans les buffets de gare. Les plus célèbres sont peut-être ceux de la gare de Lyon. Et puis évidemment ces décors absolument magnifiques du buffet du Train Bleu, le grand buffet de la gare de Lyon. Alors les compagnies de chemin de fer vont assez loin, je vous donne juste pour l'anecdote. Le comité directeur du réseau du Nord approuve en 1899 l'installation d'albums et de rouleaux de serviettes hygiéniques en papier parfumé et indéchirable avec réclame intercalée pour vanter les voyages. Ça, c'est quand même assez fort. Bon.
Alors, donc tout est évidemment prévu pour attirer. On va également tester de la publicité nocturne avec de nouvelles affiches en opaline pour vanter les voyages la nuit. Et donc, on a ici tout un déploiement en faveur, évidemment, du tourisme, qui ne fait pas forcément, d'ailleurs, le goût de tout le monde. Hein. Je cite le très féroce Huysmans, qui s'en prend au buffet de gare. On boit des vins additionnés d'alcool allemand, relevés par des essences d'épilepsie, des furfurols, le tout dans un cadre de mauvais goût, orné de chromos représentant des mers trop bleues, des montagnes trop blanches, dans lequel se meuvent dans des costumes qu'ils ne portent pas, des Bretons et des Basques, des Auvergnats et des Suisses. Donc, voilà, la littérature est souvent assez méchante avec ces affiches. Même chose dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust souligne l'inefficacité des réclames accrochées trop haut. Ça fait mal au cou de regarder tout cela. Il dit en revanche, les chemins de fer ont une poésie, c'est l'indicateur de chemin de fer, la poésie des noms égrenés sur les façades ou dans les indicateurs de chemin de fer. Voilà, c'est ce qu'il appelle le pouvoir des noms, le pouvoir d'évocation des noms. Et je vais m'arrêter là. Alors, je reprends mes 3 questions de départ. Quand est-ce que les chemins de fer ont véritablement contribué au tourisme parisien? Que découvre-t-on de Paris quand on arrive à Paris en train? Et quand est-ce que les gares deviennent des monuments à admirer? Eh bien, on peut dire que les chemins de fer ont tenté d'emblée de transformer les Parisiens en touristes. Je dis bien, transformer les Parisiens en touristes. En revanche, faire de Paris une ville touristique, c'est plus compliqué. Ça aide évidemment les chemins de fer à faire venir à Paris, mais c'est pas ce qui attire évidemment les touristes. Ce n'est que la condition qui permet ce tourisme. Ce que les contemporains découvrent de Paris depuis les gares modifie leur perception de la ville. Ils découvrent une ville qui s'osmanise très rapidement, qui devient un temple de la consommation, une vitrine pour toutes sortes de commerces, qui les tente, mais c'est une vitrine, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux resteront gentiment au dehors, à moins qu'ils ne participent sans le savoir, sans le vouloir, à être eux-mêmes le spectacle pour les Parisiens. Je repense ici au Denigo. Enfin, les gares du XIXe siècle se monumentalisent, deviennent objet de considération à la fin du XIXe siècle, à partir du moment où, de manière très volontariste, des peintres comme Manet, des écrivains comme Zola décident d'en faire des sujets dignes de représentation. Mais on n'est pas dans du patrimoine, c'est-à-dire que ces gares sont déplacées, construites, reconstruites, doivent être utiles, fonctionnelles, pratiques. On n'envisage pas du tout qu'elles puissent être véritablement un monument de Paris. Et en fait, ce que ces gares reflètent, c'est en même temps une facette importante du discours tenu sur Paris au XIXe siècle, celui de la ville double, de la ville de la duplicité, oscillant entre la ville éphémère, qui s'efface, qui part en ruine, qui est détruite par l'osmanisation et puis par d'autres choses, et en même temps ce mythe de la ville lumière, de la ville éternelle, et de la ville qui s'immortalise avec le célèbre « Paris sera toujours Paris ». Merci. Merci beaucoup pour ce voyage. Et donc, j'invite la salle à poser des questions, toujours dans le micro, s'il vous plaît, parce que nous sommes enregistrés et que sinon, nous n'aurons plus sur la bande les questions. Merci. C'est anecdotique, mais je voulais savoir jusqu'à quand les termes embarcadère et débarcadère ont été usités et abandonnés, en fait, plus. Oui, alors ça me permet de revenir rapidement sur le vocabulaire. Un linguiste en 1955, Peter Wexler, avait remarqué que, évidemment, pour ce lieu totalement inédit, il fallait bien trouver un nom, et que donc on a employé le vocabulaire de la navigation fluviale. Donc embarcadère, débarcadère, voie, gare.
Gare a signifié jusque dans les années 1840-1850, ça désignait principalement la gare fluviale. Donc ce terme embarcadère, débarcadère, on le retrouve usité tout au long du 19e siècle, mais le terme gare va prendre son essor après 1840-1850. Et il va être privilégié, on va le retrouver de manière de plus en plus fréquente à la fin du 19e siècle. Ce qui n'empêche pas qu'on continue encore de parler d'embarcadère. Débarcadère, c'est moins fréquent. Bon, là, ça dépasse un petit peu le champ, mais est-ce qu'on a vu, grâce au développement du chemin de fer, dans l'économie, enfin vraiment, dans le transport des marchandises, et même pour l'exportation, pour l'Angleterre, beaucoup de différences, enfin. La principale différence, c'est la révolution alimentaire. C'est-à-dire que ce qui va beaucoup jouer, c'est le transport des produits frais. Le lait, le fait que les Parisiens vont pouvoir commencer à manger des huîtres, par exemple. Et tout le développement de la gastronomie et des restaurants est quand même très lié, évidemment, aussi au développement des chemins de fer. Ces chemins de fer ont, je vous l'avais dit en introduction, un rôle privilégié d'abord de transporter les marchandises. Donc on a une révolution alimentaire, des marchés qui vont se connecter à ces horaires, des entrepôts très vastes qui vont s'implanter et un système de gare double, une gare pour voyageurs, en général associée à une gare de marchandises. Saint-Lazare voyageurs, Batignolles marchandises, etc. Dans pratiquement toutes les grandes gares ont un binôme. Gare du Nord voyageurs, gare de la Chapelle marchandises, etc. Est-ce qu'il y a eu vraiment des, comment dirais-je, entre la batellerie qui mourait et les chemins de fer qui progressaient, des mouvements sociaux, des révoltes ou des incidents sur Paris ? Alors, oui, il y a évidemment eu des protestations, puisque un monde oblige un autre à disparaître ou à se recomposer. Les protestations les plus vigoureuses sont menées par les diligences, les maîtres de poste, de malposte. Il y a énormément aussi de caricatures qui se moquent de ces maîtres de diligence, de messagerie, qui perdent une partie de leur clientèle. Les grèves, les manifestations, les révoltes vont être importantes, surtout que les chemins de fer, l'implantation des chemins de fer va nécessiter la venue de main-d'œuvre étrangère, principalement anglaise, puisqu'il faut un savoir-faire technique pour construire le ballast, poser les rails, entretenir tout ce service technique. Et ça va être particulièrement tendu pendant l'insurrection de février 1848 entre les ouvriers français et les ouvriers anglais en particulier. Il y a quelques balles perdues en destination des ouvriers anglais. Et puis évidemment, il y a évidemment de la contestation, mais par rapport à des bris de machines qu'on voit s'opérer dans le textile, etc., il y a assez peu de bris de locomotives ou de... Voilà, en tout cas, ça se repère moins. Moi, je voudrais savoir quel est le lien de ces compagnies de chemin de fer avec les agences de voyage. Est-ce qu'il y avait déjà des voyages organisés qui combinaient le voyage, l'hôtel, et éventuellement des visites ou... Oui, d'abord, les gares à la fin du siècle vont systématiquement construire de grands palaces associés, le gare Saint-Lazare avec l'hôtel Terminus, mais il y en avait évidemment plein d'autres. Le tourisme organisé naît avec Thomas Cook dans les années 1840, 1850. Donc il y a des liens assez rapides et assez forts qui se font d'abord dès les années 1850 entre les compagnies de chemin de fer et les steamers, donc ou bien la navigation à vapeur. Donc avec des tarifs jumelés pour essayer aussi d'attirer par les prix.
Et puis aussi, on va voir tout un développement des hôtels. Tout autour des gares s'installent des commerces, et les hôtelleries et les restaurants sont très nombreux. Donc oui, on va voir se mettre en place une synergie particulière et ce qu'on appellerait aujourd'hui du B2B, quoi, un business to business, voilà, avec cette idée qu'il faut attirer les affaires et les activités. À partir de quel moment les abords de certaines gares, je ne sais pas si c'est le cas de toutes, deviennent des lieux de prostitution ? Tout de suite. 1837, gare Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare est inaugurée. En 1845, dans le journal L'Illustration, on lit cette belle phrase: la Lorette et le chemin de fer vont ensemble. Quand on regarde les reconstructions de gares, en particulier la gare Saint-Lazare, avec les dégagements des abords, quand il y a des indemnisations de propriétaires et de locataires, on se rend compte qu'effectivement, il y a toute une économie parallèle avec non pas des maisons closes, mais des clandestines qui racolent depuis les balcons, puisqu'elles n'ont pas le droit de racoler dans les rues. Et quand on regarde aussi dans les archives des commissariats de police, il y a énormément de prostituées clandestines. Alors, je rappelle qu'on est au XIXe siècle sous le régime réglementariste, c'est-à-dire que la prostitution est légale à condition d'être dans les maisons closes. Toutes les filles qui ne sont pas encartées sont dites insoumises, clandestines, et peuvent être arrêtées. Et elles sont extrêmement nombreuses à être arrêtées autour des gares. Oui, vous avez parlé des compagnies, des différentes compagnies. Comment est-ce qu'elles cohabitent ? Est-ce qu'il y a des rivalités, des ententes pour les tarifs ou bien des oppositions ? Parce qu'elles sont toutes dans la ville. Oui, alors au départ, Émile Pereire avait le projet de faire un seul embarcadère, le plus central possible, dans Paris. Et il imaginait que toutes les compagnies qui se créeraient pourraient se greffer sur cet embarcadère en payant une location, du fermage, etc. Ça ne s'est pas fait. Et en fait, ce qui a été choisi, c'est que chaque grande compagnie obtenant un débouché sur Paris obtienne sa gare terminus. C'est ce qui explique qu'on ait autant de gares à Paris aujourd'hui. Les rivalités entre les compagnies sont importantes. Par exemple, les deux plus grandes compagnies qui se bagarrent beaucoup, c'est la compagnie donc de Émile Pereire, Saint-Lazare, et puis le réseau du Nord, compagnie Rothschild. Pereire et Rothschild, oui, se font des coups bas. Il y a un certain nombre de faillites. Je vous expliquais que la desserte la plus longue à se mettre en place, c'est l'Ouest. Et c'est lié toutes les mésaventures liées à la naissance de la gare Montparnasse. D'abord gare du Maine, et puis la compagnie qui s'était montée pour la créer fait faillite. Résultat, les travaux reprennent pour construire le réseau, mais ça donne lieu à du travail dans les ateliers nationaux en février 1848. C'est donc l'État qui rend flou cette compagnie privée, puis retour du privé, puis à nouveau achat. Enfin, voilà, c'est assez compliqué, sachant que la nationalisation est quand même extrêmement tardive, en 1937. L'essentiel de ces travaux ont été faits avec une majorité de capitaux privés, mais il y a eu des capitaux publics importants aussi, en particulier à chaque fois qu'il y a eu des faillites ou des problèmes financiers, ce qui n'a pas manqué de venir. Oui, il me semble qu'au tout début du mois, l'heure n'était pas unifiée en France, que les horaires pouvaient changer d'une province à une autre. Comment les différentes compagnies de chemin de fer et les guides horaires, comme Chefs, etc., géraient-elles ces situations ? Vous avez parfaitement raison. On est dans une situation où l'heure légale, c'est l'heure du midi. Donc il y a des décalages très importants qui peuvent aller jusqu'à 30 minutes à l'intérieur du territoire, entre les différents midis. Donc ce que vont faire les compagnies de chemin de fer
en France, mais pas seulement en France, hein, ils imitent en cela les Anglais, c'est de mettre en place un horaire interne, un horaire des chemins de fer. Et ce qui est intéressant dans le cas des gares, c'est que dans les gares, on voit les deux systèmes horaires fonctionner. C'est-à-dire que les horloges qu'on trouve côté rue, en façade, sont des horloges qui donnent l'heure de Paris. Mais quand vous entrez dans la gare, oh c'est compliqué, surtout si vous êtes stressé et que vous êtes en retard. Vous découvrez l'heure importante, c'est-à-dire l'heure des chemins de fer. Il peut y avoir des décalages vraiment importants. L'homogénéisation se fait à la fin du siècle. Et ce n'est pas un petit détail. Hein. Ce sont les chemins de fer principalement et le télégraphe. Donc ces deux inventions techniques surtout qui vont obliger les États à adopter une heure nationale et puis au niveau international de mettre en place aussi un temps GMT sur lequel on fonctionne toujours et qui nous permet de nous coordonner. J'aurais aimé savoir à propos de la création des gares parisiennes. Par exemple, pour le métro à l'international, il y a toujours une sorte de course. On lorgnait sur Londres, sur Berlin. Alors, est-ce que ça a été la même chose à Paris? Est-ce qu'on se servait d'un modèle extérieur en Europe? Oui. Alors, il y a un retard des Français au début du chemin de fer pour voyageurs. Donc, en 1837, les Saint-Simoniens, et en particulier Pereire, mais il n'est pas le seul, hein, mais ont insisté en disant que, regardez, on ne peut pas laisser Paris en retard. La Belgique, Londres, d'autres pays ont déjà des chemins de fer pour voyageurs, il ne se passe rien d'atroce. Voilà. Donc il y a cette émulation-là. Et ensuite, l'idée au XIXe siècle, c'est de faire de Paris un modèle à suivre. Et donc les gares parisiennes vont servir de modèle à d'autres constructions de gares. Je pense en particulier à la gare de l'Est, qui va être inaugurée de manière spéciale. Elle a déjà été utilisée par les voyageurs, mais inaugurée en grande pompe, on va dire, lors du voyage de la reine Victoria. Et cette gare va ensuite servir de modèle pour, par exemple, la Stazione Termini à Rome, et reprise ensuite ailleurs. Donc, dans les années 50, 60, la France et le savoir-faire français pour fabriquer des gares est important. Et après, il y a les rivalités avec Londres. Donc les gares entre Saint-Pancras, Saint-Lazare, Paddington, etc. Donc là, c'est des courses, des rivalités pour qui va construire la halle de verre la plus élégante, la plus haute, la plus élevée, voilà, la façade la plus esthétique. Donc il y a à la fois une rivalité des ingénieurs et des architectes pour suivre un programme architectural audacieux. Et là, c'est principalement France-Angleterre jusqu'en 1870-71, et après 1871, ça n'étonnera personne, la rivalité se fait entre Paris et la Prusse, et l'Allemagne. Oui, la SNCF a des emprises foncières absolument colossales, ou avait des emprises foncières colossales à Paris. Donc, est-ce que toutes ces implantations ont donné lieu à des expropriations? Enfin, je pense aux gares des Batignolles et puis à la Chapelle. Hein. C'est gigantesque. En fait, les lois d'expropriation publique ont été en partie créées et mises en place au XIXe siècle pour les chemins de fer. Pas que pour les chemins de fer, mais beaucoup pour les chemins de fer. Il y avait de premières lois qui existaient sous Napoléon, 1807, mais la loi qui va ensuite être utilisée et systématiquement appliquée, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle date de 1841, et c'est une loi qui va être considérablement utilisée pour exproprier, effectivement. Alors, cela dit, il faut bien différencier, parce que au tout début du XIXe siècle, enfin, lorsque les premières gares s'implantent, elles vont s'implanter dans des terrains pas très chers, plutôt dans un Paris peu dense, pas vraiment construit, pas vraiment viabilisé.
Donc là, il n'y a pas d'expropriation, très peu d'expropriation. Par exemple, la gare Saint-Lazare s'installe dans le quartier de l'Europe qui appartient à 2 propriétaires qui sont des promoteurs qui cherchent à viabiliser ce quartier de l'Europe. Donc eux vont faire monter les prix progressivement, mais ils sont les seuls à être expropriés. Par contre, lorsque on va construire ou reconstruire ou agrandir après 1860, là, la situation avait vraiment changé parce que Paris a complètement changé, c'est considérablement agrandi. Je rappelle que Paris passe de 12 arrondissements avant 1860 à 20 arrondissements et que les gares qui étaient excentrées au tout début se retrouvent au plein cœur de Paris. Donc ça change évidemment tout. Les emprises sont d'autant plus importantes que les gares, on ne le sait pas en général, mais les gares vont avec toute une série d'autres ateliers qui sont nécessaires à leur existence et des ateliers qu'on n'attendrait pas, en particulier parce qu'il y a aussi des omnibus de chemin de fer, des écuries gigantesques, des selleries, etc. Donc tout ce qu'on n'attendrait pas dans une industrie aussi technique, on s'attend à des ateliers de charpentiers, de mécaniciens, etc., mais pas forcément à des selleries ou à des grandes écuries. Or, c'est le cas. On le voit bien avec les calepins du cadastre. La gare de Lyon, à la fin du XIXe siècle, paye des sommes considérables d'impôts, les fameux portes et fenêtres. C'est considérable, évidemment, dans le cas des gares. Ça coûtait très cher. Merci pour cet exposé, vos réponses. Merci à vous.